Alors après cette petite pause revigorante, on va rester pendant un petit moment dans l'Organisation maritime internationale avec une communication de Sophie Gorbardella qui est chargée de recherche au CNRS et qui est rattachée au CERIC à l'Université d'Aix-Marseille et qui va nous parler du pilotage de la géo-ingénierie par l'OMI, par l'Organisation maritime internationale. Et ensuite, on aura une deuxième communication avant la pause déjeuner, qui est une communication de Frédéric Schneider, qui est maître de conférence HDR à l'Université de Perpignan et qui sera en visioconférence donc pour sa communication. Très bien, sans plus tarder, Sophie, tu as la parole. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Cara et Pascal pour cette invitation et inviter Cara à me couper si je suis trop longue, parce que j'ai pas timé, rien du tout. Et en plus, j'ai pas de visibilité sur le PowerPoint, donc je sais même pas ce que je vais mettre exactement comme diaporama au fur et à mesure. Si, tu le Non, mais les diapos suivantes, Ah oui. Voilà. Donc, mais je pense que ça va bien se passer tout de même. Je vais donc vous parler un peu du pilotage de la géo-ingénierie marine par l'Organisation maritime internationale. Alors, on va peut-être commencer par la définition communément admise, notamment par le GIEC, en fait, de la géo-ingénierie, qui désignerait un large éventail de méthodes et de technologies qui visent à modifier délibérément le système climatique afin d'atténuer les effets du changement climatique. Ça, c'est une définition du GIEC de 2012 qui a été reprise dans de nombreux rapports. Cette définition, c'est l'une des définitions, parce que j'aurais tendance à dire qu'en fait, la géo-ingénierie, toutes les définitions de la géo-ingénierie sont très politiques, et vous allez voir pourquoi. Selon comment on définit la géo-ingénierie, ça permet d'exclure des méthodes, d'en faire rentrer d'autres dans la définition, et donc d'encadrer ou de ne pas encadrer, d'autoriser, d'interdire certaines techniques. Donc il y a quand même une grande composante politique dans ces définitions. Alors, la géo-ingénierie, elle est actuellement au cœur de l'actualité scientifique. On a un empilement récent de publications qui émanent notamment des sociétés savantes sur ce sujet. Je vous en ai mis quelques-unes. On a eu l'Académie des sciences qui a publié le 2 octobre 2025 un rapport, l'European Marine Board, un rapport plus spécifique donc sur ce qu'on appelle MCDR, donc plutôt ce qui a trait au milieu marin, géo-ingénierie marine. Et on a même le comité d'éthique du CNRS, qui a rendu le 10 juin 2025 un avis qui était intitulé « Manipuler les virus, manipuler le climat, comment juger de ce qui est responsable en recherche ». Donc on voit qu'on a une espèce d'emballement pour la question de la géo-ingénierie. Et cet emballement, il atteste à mon sens de deux choses. La première chose, c'est ce qu'on considérait encore il y a quelques années comme relevant de la science-fiction. Clave Hamilton avait intitulé son ouvrage « Les apprentis sorciers du climat ». On a eu un ouvrage de science-fiction assez récemment, en 2023, qui s'appelait « Le ministère du futur », qui était sur la géo-ingénierie. Donc, ce qui semblait relever de la science-fiction et en passe en fait de devenir notre réalité à tous. Et la deuxième chose, ça atteste aussi que cette réalité, même si elle est acceptée et envisagée dans certains scénarios du GIEC, sous certaines conditions, j'y reviendrai, c'est une réalité qui inquiète. Réalité qui inquiète, on le voit dans ces rapports, c'est pas pour rien qu'on a un rapport du comité d'éthique du CNRS. On a le comité, par exemple le Conseil des droits de l'homme, qui a qualifié ces techniques en fait de technologies spéculatives. Samantha Besson, dans son intervention au Collège de France récemment, a parlé de sciences dangereuses. Mais inquiétude qui est assez différente selon les technologies dont on parle. En fait, on a une distinction qui est faite par la plupart des auteurs et des institutions internationales qui consiste à distinguer, c'est ce que je vous ai mis dans le PowerPoint, les techniques qui relèvent de gestion du rayonnement solaire, donc ce qu'on appelle les techniques de SRM, de celles qui en fait cherchent à augmenter les puits de carbone net, de tout ce qui est la capture du CO2 en fait dans l'atmosphère, qui est le CDR. Et si c'est dans le milieu marin, on dit MCDR. Et on se rend compte qu'il y a une énorme inquiétude, beaucoup d'inquiétudes sur les techniques de gestion du rayonnement solaire. Et d'ailleurs, l'avis du CNRS porte sur ces techniques-là et pas du tout sur le CDR. La position du GIEC est quand même très, très frileuse sur les techniques de SRM. Et dès qu'on va sur le CDR, en fait, on a quand même beaucoup moins d'inquiétude et une position beaucoup plus favorable. On retrouve le CDR dans les
les mesures d'atténuation prévues par le GIEC. Donc on a quand même 2 poids 2 mesures sur les inquiétudes, alors même que le droit international, la première technique dont il s'est emparé, c'est quand même le SRM, les gestions de rayonnement solaire, dans un contexte certes très particulier, qui était militaire, avec la Convention 76 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires. Mais hormis cette convention, finalement, le droit international est resté pendant longtemps assez indifférent à la question de la géo-ingénierie. Et si on prend plus récemment, si on arrive en 2005, on a un regain d'intérêt pour la géo-ingénierie marine. Alors, ce graphique, c'est moi qui l'ai fait, donc il a une valeur, somme toute, très relative. Voilà, parce que j'ai pas fait une grande bibliométrie. Mais on a quand même 2 pics. Un premier pic en 2005, où on a une augmentation des publications académiques, et un tout petit peu plus tard, parce que les mécanismes internationaux sont un peu décalés, aussi des mécanismes internationaux qui saisissent de la question. Et on a un deuxième pic en 2015. Alors, comment on les explique, ces 2 pics? Très, très facilement. Le pic de 2005, c'est d'abord de plus en plus de grandes expériences scientifiques. Depuis les années 80, on avait des expériences de géo-ingénierie marine, mais à partir de 2005, on a des expériences de plus grande ampleur. Je pense par exemple à l'expérience KEOPS, qui était une expérience CNRS. Et on a dans le même temps une publication, donc une publication qu'on commence à bien connaître, de Paul Crutzen dans le Climate Change, qui va en fait envisager la possibilité d'injecter des sulfates dans la stratosphère pour réduire le réchauffement climatique. Alors, ça a tout de suite créé des tensions dans la communauté scientifique entre des collègues qui lui reprochaient d'avoir fait cette publication. Alors, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait faire de la recherche sur la géo-ingénierie, mais certains collègues pensaient qu'il fallait que ça reste secret. Sinon, on allait vers ce qu'on appelle l'aléa moral, c'est-à-dire on allait vers le technosolutionnisme, et on allait en tout cas promouvoir cette solution-là. Et des collègues qui trouvaient que non, au contraire, ça ne pouvait pas rester secret, il fallait un débat public sur ces recherches-là. Dans le même temps, dès qu'on a cette publication donc, de Paul Crutzen, ces expériences qui augmentent, on a certains mécanismes internationaux qui commencent à s'emparer de la question. Ça va être le cas de la Convention sur la diversité biologique. Pascal Ricard l'a évoqué ce matin. En 2006, on a cette première résolution, j'y reviendrai. Et puis, ça va être le cas de l'ONU. Mais deuxième pic, c'est le pic de 2015. Donc, parce qu'après, ça redescend un peu, puisque finalement, les expériences scientifiques ont été menées, notamment sur la fertilisation des océans. C'était pas très, très convaincant. C'était très cher. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que les conditions, notamment de température d'eau, fallait quelque chose d'assez précis. Donc, c'était pas hyper convaincant. Donc, c'est un peu retombé. Et puis 2015, l'accord de Paris, ce fameux article 4 de l'accord de Paris, qui demande aux États de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre. Donc, le zéro émission net, et donc la porte ouverte à nouveau à la géo-ingénierie. Là, on a un regain d'intérêt, aussi bien dans les publications scientifiques que dans les mécanismes internationaux. Alors, ces 2 intervalles de temps, pourquoi je vous ai montré ces 2 pics? Parce qu'elles sont importantes, parce que c'est celles aussi qui ont structuré l'action de l'OMI. L'OMI, elle est saisie très très tôt sur les questions de géo-ingénierie. Dès 1999, on a Greenpeace qui alerte l'OMI sur la question de l'évacuation en mer du dioxyde de carbone. Alors, sans utiliser, dans le moment où elle alerte l'OMI, le terme de fertilisation des océans, dans son rapport de 99, elle en parle, l'ONG en parle de la fertilisation. Donc 99, l'OMI est saisie, mais en fait, l'action de l'OMI va arriver beaucoup plus tard. Elle va d'abord commencer en 2006 par plutôt s'intéresser à la séquestration du carbone, mais du carbone qui est en fait séquestré en sortie d'usine, donc à la source, pour ensuite être stocké dans les formations géologiques. Ce que l'OMI ne considère pas actuellement comme une technique de géo-ingénierie, parce qu'elle estime que ça n'a pas d'impact sur le zéro émission net. Donc ça, quand je vous dis que les définitions sont très politiques, dans d'autres enceintes, c'est considéré comme une technique de géo-ingénierie. Là, non, pas à l'organisation maritime. Donc 2006, elle commence par ce secteur-là, et 1 an plus tard, en fait, ce qui va déclencher le fait qu'elle va s'occuper de la géo-ingénierie, et plus particulièrement d'une technique de la fertilisation, c'est qu'une société, donc Planktos Corporation, va annoncer en 2007 qu'elle prévoit d'aller mener des expériences de fertilisation par le fer au large des îles de Galapagos. Là, c'est les États-Unis, Greenpeace et l'IUCN qui demandent à l'Organisation maritime internationale d'inscrire cette question à l'ordre du jour.
Et cette inscription va conduire, à l'ordre du jour, va conduire en fait à une déclaration d'inquiétude, de préoccupation des comités scientifiques de l'OMI. Et à partir de là, va se construire un premier, j'allais dire, régime juridique. Voilà. Alors, c'est le premier temps, en fait, à l'Organisation maritime internationale, c'est un premier temps avec une approche très restreinte de la géo-ingénierie marine. On est en 2007, on a cette déclaration de préoccupation. Déclaration de préoccupation dans laquelle, en fait, les États partis à la Convention de Londres vont décider que la fertilisation des océans entre dans le champ d'application de la Convention de Londres et de son protocole. Et dans cette déclaration, dans le même temps, ils vont dire qu'il revient à chaque État, donc ce n'est pas l'Organisation maritime internationale qui prend la responsabilité, mais il revient à chaque État d'examiner les différentes propositions de fertilisation. Mais la déclaration finit en disant qu'en même temps, compte tenu de l'état actuel des connaissances à ce sujet, des opérations de fertilisation ne semblent pas justifiées. Alors cette position de l'OMI, c'est la première position internationale en fait vraiment sur ce type de technique. Elle va être saluée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 62-212. Je ne peux pas lire là-bas. Où, en fait, l'Assemblée générale des Nations unies est assez d'accord aussi sur le fait qu'on ne devrait pas se livrer à des expériences de fertilisation des océans. Ça va être suivi aussi l'année d'après par une décision de la Convention sur la diversité, d'une COP de la Convention sur la diversité biologique, qui elle va clairement mettre un moratoire sur la fertilisation des océans. Il ne faut pas se livrer à des expériences à grande échelle de fertilisation des océans. Et finalement, l'Organisation maritime internationale, en 2008, rejoint cette position dans une résolution LCLP1. Je ne sais pas si je l'ai mise après. Dans la résolution LCLP1, en 2008, l'OMI adopte aussi ce qu'on appelle un moratoire, c'est-à-dire qu'elle interdit les activités de fertilisation des océans autres que les recherches scientifiques légitimes à petite échelle. Alors, c'est précisé sans but commercial. Moi, j'ai une petite question là-dessus quand même sur ce sans but commercial, parce que quand on regarde les expériences actuellement, alors je vais y revenir, mais il y en a on est à 77, alors si on a les estimations, entre 77 et 100 expériences actuellement, il n'y a pas que de fertilisation, de géo-ingénierie. Les 2/3 sont quand même menés par des entreprises. Pas du tout par des organismes de recherche. C'est des expériences scientifiques menées par des entreprises et financées par des fonds privés. Alors, à quel moment on passe sur le sans but commercial? On peut quand même se poser la question. Alors, à partir de 2008, l'Organisation maritime internationale, elle s'est donc vraiment emparée de la question d'une technique de géo-ingénierie, la fertilisation, et elle va conduire des travaux pour en fait établir une nouvelle annexe 4 au protocole et à la Convention de Londres pour mettre en place un cadre d'évaluation des recherches scientifiques. En 2010, elle adopte la résolution LP2 qui met en place ce cadre. C'est le cadre que vous avez sur le côté, donc ce cadre pour l'évaluation de la recherche scientifique. Alors, ce cadre, on voit bien, l'Organisation maritime internationale prend pas du tout la responsabilité de donner des permis de recherche. C'est vraiment, ça reste au niveau étatique que ces décisions vont être prises. Donc, le cadre, il permet à chaque État d'avoir quelque chose d'assez quand même pas très détaillé, mais en tout cas d'avoir toutes des étapes à suivre pour pouvoir évaluer si une recherche scientifique est légitime, sans qu'il soit précisé ce que veut dire légitime, si une recherche scientifique est légitime, si elle doit être autorisée. Si une autorisation est donnée, elle doit être notifiée à l'Organisation maritime internationale. Alors, on peut avoir l'impression qu'en autorisant que des expériences légitimes entendues comme étant à petite échelle, on évite donc la fertilisation à grande échelle. Maintenant, ça pose quand même la question, si on a 10 000 petits jardinages, est-ce qu'on n'arrive pas à faire du grand jardinage? Parce que là, on a finalement chaque État qui va autoriser n'a pas une vision globale de ce qui se passe à l'endroit où il va autoriser l'activité de fertilisation. Donc ça pose quand même un peu cette question de l'échelle, petite échelle, grande échelle, à partir de quel moment l'accumulation d'expériences à petite échelle, ça devient finalement une expérience à grande échelle. Alors, à partir de là,
on n'est que quand même sur de la soft law, c'est-à-dire que l'OMI n'a rien pu adopter de contraignant, et c'est ce qu'elle va essayer de faire par la suite. Et en 2013, elle va adopter la résolution LP48 pour en fait amender le protocole de Londres et notamment insérer ce cadre juridique de la recherche dans le protocole de Londres. Alors la résolution, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient pour la première fois la définition de la géo-ingénierie selon l'OMI. Donc la géo-ingénierie marine, selon l'OMI, elle est définie comme une intervention délibérée dans le milieu marin qui vise à manipuler des processus naturels, notamment contrecarrer les changements climatiques d'origine anthropique et ou leurs incidences, et qui est susceptible de se traduire par des effets nuisibles, en particulier lorsque ces effets peuvent être généralisés, durables ou graves. Donc là, je vous renvoie à la toute petite phrase de l'avis de 2024 du Tribunal international du droit de la mer, qui nous dit que la géo-ingénierie, si elle revient à remplacer une pollution par une autre, rentre sous le coup de l'article 195 de la Convention. Donc là, on est à peu près dans cette idée-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette résolution? Il y a une liste positive des méthodes de géo-ingénierie qui sont autorisées. Et en fait, dans cette liste positive, il y a uniquement la fertilisation et donc la recherche en fertilisation des océans. Mais par contre, une disparition de la référence à la petite échelle. Donc là, on n'en parle plus de l'échelle. Donc voilà. Et enfin, dans l'annexe 5, le cadre d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Alors, ces amendements de 2013, c'est quand même un moment, ils ont reçu à ce jour 9 instruments d'acceptation. Donc c'est Australie, Croatie, Danemark, Royaume-Uni, Finlande, Pays-Bas, Norvège, Estonie, Allemagne. En plus, c'est très situé géographiquement. Et donc, pour l'instant, on n'a aucune entrée en vigueur de cet amendement, c'est-à-dire toujours pas de droit contraignant à l'Organisation maritime internationale. Mais l'organisation a continué le travail, et c'est ce qui va m'amener au deuxième temps très rapidement, a continué le travail, puisque maintenant, à partir de 2013, elle dispose d'une définition générale de la géo-ingénierie. Et quel va être son travail à ce moment-là? C'est d'essayer de faire rentrer d'autres techniques de géo-ingénierie que la fertilisation des océans dans l'annexe 4 et donc sous le coup de cet amendement. Alors pour ça, va être créé en fait un groupe de travail au sein du GEMSAP, qui est le groupe mixte d'experts de l'Organisation maritime internationale. Donc elle va créer le groupe 41. Et du travail du groupe 41, ça va être de déterminer quelles techniques de géo-ingénierie on fait entrer dans la Convention et le protocole de Londres. Donc ce travail de catégorisation des techniques, il a été mené par le groupe qui a rendu un rapport, donc ce groupe 41, en 2019, dans lequel il avait évalué 27 techniques de géo-ingénierie marine. Et je vais quand même vous lire sa conclusion sur ces techniques. Pour chacune de ces techniques, les informations sur les approches de géo-ingénierie marine disponibles dans les archives publiques permanentes et ou sous forme de documents évalués par des pairs sont insuffisantes pour permettre une évaluation scientifique solide et encore moins une évaluation facilement comparable à d'autres approches d'intervention climatique. Bon, ça c'est sa conclusion générale sur les 27 techniques qu'on manque de connaissances. Mais il va quand même recommander aux États d'examiner plus particulièrement 7 techniques de géo-ingénierie en raison de l'état d'avancement de leur mise au point et parce qu'elles avaient suscité un éventuel intérêt financier. Au final, en fait, les États parties ne vont en retenir que 4 dans une déclaration de 2022 et vont retenir l'alcalinisation, je vais y revenir, la culture de macroalgues, les microbules, particules et matériaux réfléchissants et l'éclaircissement des nuages marins. Alors, c'est ce choix qui est entériné, se concentrer sur ces 4 techniques-là. Ces 4 techniques, donc pour des raisons bien sûr économiques, mais a été rajouté en 2023 dans une déclaration, parce que 2022 justifiait le choix de ces techniques uniquement parce qu'il y a eu un intérêt financier qui est autour de ces techniques. C'était pas conforme au cadre qui avait été défini par ailleurs par le GEMSAP. Donc 2023, on a une autre déclaration où il précise qu'en fait ces 4 techniques-là présentent un risque d'effets néfastes généralisés, durables ou graves, et qu'on a une incertitude considérable quant à leurs effets sur le milieu marin, la santé humaine et les autres utilisations de l'océan. À partir de là, une fois qu'on a eu défini ces 4 techniques en 2023, quel a été le travail de l'OMI et quel est toujours le travail de l'OMI? C'est de définir ces techniques, parce qu'en fait, on n'a pas de définition. Donc, définir ces techniques, et ça, c'est des négociations très dures entre les États en ce moment, et ensuite savoir quel cadre juridique on va pouvoir mettre. Alors, première technique, je vais faire un peu tout en même temps.
c'est l'immersion de la biomasse dans l'océan. Alors, la définition actuelle qui a été négociée, c'est l'immersion de la biomasse, celle que je vous ai mise dans l'océan, désigne toute activité entreprise par l'être humain consistant à rejeter ou émerger les matières biologiques provenant d'organismes vivants ou morts dans le but de séquestrer le carbone dans les océans. Et entre crochets, il est noté, cette définition n'inclut pas les efforts visant à restaurer les habitats côtiers, tels que les lits de macroalgues, les mangroves, les herbiers marins et les marais salants, ou à en créer de nouveaux. Alors, quelles sont les négociations à l'OMI sur cette définition ? C'est est-ce qu'on garde cette clause d'exclusion sur en fait la restauration, ou est-ce qu'on l'enlève ? Et si on l'enlève, ça veut dire que la restauration, ça va devenir compliqué si on a une interdiction générale à l'OMI. Et si on la laisse, toute la négociation est de savoir si on enlève côtier ou pas, pour savoir si on inclut les efforts de restauration qui sont déployés hors des zones côtières. Donc là, on en a 1 an de discussion sur ça, sur côtier ou pas côtier. Deuxième définition, la modification de l'albédo de la surface marine. Donc, je ne vais pas vous lire toute la définition. On a 2 choses qui sont débattues sur cette définition-là. La première chose, c'est qu'au départ, on n'avait pas modification, on avait amélioration de l'albédo de la surface marine. Alors, ils ont remplacé amélioration par modification pour inclure d'autres projets qui visent en fait à réduire l'albédo pour influer sur les courants océaniques ou pour créer des nouveaux axes maritimes. Là, quand même, on se demande, en faisant ça, si on est toujours dans le mandat de l'OMI. La question, si on est toujours sur de la géo-ingénierie, parce que là, c'est pour des courants, c'est pour ouvrir... donc, on est sur complètement une autre fonction de la technique. Mais ils ont retenu modification. Ensuite, a été enlevé réfléchissant dans la définition pour pouvoir inclure en fait d'autres techniques, notamment celle de production de microbules qui augmentent aussi l'albédo, mais qui sont pas, donc qui ne conduisent pas à introduire des matériaux réfléchissants. Donc élargissement très très large. C'est une définition très large de la modification de l'albédo. Enfin, 3e définition, l'amélioration de l'alcalinité des océans. Alors là, la définition, elle n'a pas bougé depuis le départ. On n'arrive pas à avancer sur les négociations parce qu'en fait, il y a des grands débats sur quelle technique il faut faire rentrer ou pas rentrer, qu'est-ce qui est de l'alcalinisation et qu'est-ce qui n'en est pas. Et pour l'instant, il n'y a pas d'entente entre les États, donc on est toujours sur la même première définition qui avait été donnée au tout départ. Et enfin, dernière technique, l'éclaircissement des nuages marins. Alors là, il n'y a même pas de débat sur la définition, parce que pour l'instant, on ne sait même pas si ça rentre dans le champ d'application de la Convention et du protocole de Londres. Donc il y a des discussions là-dessus. D'autant plus que dans le même temps, on a le programme des Nations Unies pour l'environnement qui s'est saisi de la question, avec 2 demandes de la Suisse de résolution pour pouvoir faire éventuellement un traité international sur les techniques de SRM. La Commission de droit international qui aussi a pris position sur l'éclaircissement, notamment sur l'éclaircissement des nuages marins. Donc l'OMI est un peu embêté sur cette dernière question et ne sait pas trop comment se positionner. Pour l'instant, c'est toujours en suspens. Je pense que je suis hors Enfin, après les définitions, une fois que les définitions seront fixées, le second travail à l'organisation maritime, mais ça se fait un peu en parallèle, c'est de réfléchir à la manière d'encadrer ces techniques. Alors, de recherche en fait, parce que le but pour l'instant, c'est interdire l'utilisation des techniques et encadrer la recherche. Alors, les questions, c'est est-ce qu'on utilise le cadre de la fertilisation des océans ? Est-ce qu'il suffit ? Je vous l'ai montré, il est un peu léger quand même, ce cadre-là. Donc, mais est-ce qu'il suffit ? Est-ce qu'il faut le reprendre, ce cadre ? Est-ce qu'il nous faut un cadre pour encadrer la recherche par technique ? Est-ce qu'elles sont tellement différentes qu'il faudrait l'encadrer ? Qu'il faudrait un cadre pour chacune. Le problème, c'est que là, ils sont en train de faire des sous-catégories de chaque technique. Je ne sais pas avec combien de cadres on va finir. Donc, à quel stade on en est dans les négociations ? Là, on en est en fait à évaluer les techniques en fonction de cette mer d'indicateurs. Donc, c'est ce qui a été retenu pour évaluer en fait les impacts de toutes les techniques, de chacune des techniques en fonction de ces critères-là. Alors, on pourrait les commenter longuement, ces critères. Ils sont assez inclusifs, mais il manque des choses. Par exemple, tout l'aspect social n'apparaît pas du tout dans les critères, donc il manque des choses. Ça, c'est où en est l'OMI. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? La première chose, dans les défis qui restent à relever pour l'organisation maritime internationale,
c'est de construire un cadre de gouvernance qui va être un cadre de gouvernance dans un contexte de gouvernance qui est très fragmenté actuellement. Déjà, c'est-à-dire qu'on commence à peine à travailler sur la géo-ingénierie et on est déjà dans un cadre de gouvernance fragmentée. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que ça s'affole un peu dans toutes les organisations, le traité sur l'Antarctique, OSPAR, les conventions sur les mers régionales, tout le monde est en train de demander des rapports sur la géo-ingénierie. Donc, on est dans ce contexte-là. Par ailleurs, pour le SA, donc la radiation solaire, c'est sur ces techniques-là, la gestion de radiation solaire, on a une négociation presque en parallèle qui est en train de se faire. Aussi bien aux Nations Unies qu'au Programme des Nations Unies pour l'environnement qu'à l'Organisation météorologique mondiale. Donc on a en plus des techniques qui se séparent, des négociations qui sont en train de se séparer sur les techniques. Alors que dans les 4 techniques que l'OMI a retenues, il y en a 2 quand même qui relèvent du SRM. Donc là, elle va devoir faire avec ce qui est en train de se faire autre part. Et elle va être obligée aussi de se coordonner avec l'existant. Ça, c'est peu travaillé pour l'instant par l'organisation, mais les études d'impact avec BBNJ, qui entre en vigueur, le cadre d'évaluation de la recherche, il va devoir forcément s'appuyer là-dessus. Et je cite BBNJ, mais on peut citer un domaine beaucoup plus éloigné, le Comité des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme a rendu là 2 rapports coup sur coup, un sur ces technologies, un sur comment participer à la science. Ça va être compliqué de ne pas faire aussi avec tout le cadre de droits de l'homme. Alors, ça pose un peu la question classique. Est-ce qu'il faut un accord global pour encadrer la géo-ingénierie ? J'aurais tendance à dire que vu ce qui se passe pour le plastique, on n'a pas envie d'y aller. Surtout que ça a commencé pareil, l'histoire pour le plastique. Ça a commencé par des régulations sectorielles éclatées, fragmentées, pour finalement décider d'aller faire un accord global où ça piétine. Donc, c'est peut-être une option, mais en tout cas, c'est pas pour l'instant l'option qui est sur la table. Ce que peut faire l'OMI pour l'instant, c'est donc essayer de construire un cadre, mais construire un cadre de gouvernance qui sera inclusif. Alors ça, c'est le petit schéma que je vous ai montré. Inclusif parce que pour l'instant, le Sud n'est pas du tout associé à ces négociations. Quand on regarde qui assiste aux différents sous-groupes à l'Organisation maritime internationale, on a très peu de pays du Sud. Or, on a un document qui a été présenté par l'Advisory Committee on Protection of the Sea, la COPS, et Greenpeace. Ce petit schéma qui montre où vont se déployer les techniques de géo-ingénierie, et on voit que le Sud va être très fortement impacté par le déploiement de ces techniques. Donc c'est impossible de ne pas associer le Sud à ces négociations-là, sinon on va se retrouver dans les mêmes problématiques, les mêmes blocages qu'on a à l'Autorité internationale des fonds marins, qu'on a dans le traité pollution plastique, etc. Et le troisième, alors je ne sais pas comment je l'ai marqué là-dessus. Ah oui, j'ai marqué construire un cadre de gouvernance fondé sur la précaution malgré l'urgence, mais peut-être pas céder à l'urgence en fait. Troisième chose que peut faire l'OMI, c'est ne pas céder à l'urgence. Tout le contexte est fait pour faire croire qu'on a une urgence sur ces questions-là, c'est-à-dire un État va y aller unilatéralement ou une société. Ça, un peu la même menace qu'à l'IFM. On doit absolument agir, on n'a pas d'autre solution pour le climat. Si, on en a. La première, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ça serait une erreur, à mon avis, pour l'Organisation maritime internationale d'aller trop vite. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, et Samantha Besson le dit très très bien dans son intervention au Collège de France, on a d'un côté un risque certain, nous on pense qu'il est certain, les changements climatiques, et de l'autre côté, en fait, la géo-ingénierie, tous les risques sont incertains. Si on commence à faire une balance risque-risque, on voit très bien quel va être le résultat. Et cette balance risque-risque avec ce résultat-là, c'est parce qu'on va la faire sans tenir compte de plein d'autres éléments. Je vais revenir sur l'aléa moral, mais aussi l'éthique et aussi toutes les asymétries, et ce nord-sud en est une, qui peuvent entourer en fait la géo-ingénierie. Donc, à mon avis, il n'y a pas d'urgence. L'OMI peut prendre son temps et ce temps peut peut-être permettre à la recherche aussi d'avancer. Mais là, on a des défis pour la recherche aussi sur ces questions-là. Défis qui sont très bien qui sont très bien relevés dans l'avis du comité d'éthique du CNRS. C'est qu'il va falloir d'abord une recherche collective. Parce que pour l'instant, on a un peu sur la géo-ingénierie ce qu'on peut appeler une pensée de groupe. C'est-à-dire qu'on a des groupes très très précis qui travaillent là-dessus depuis plusieurs années et en fait pas du tout une recherche large. Donc on n'a pas de diversité des communautés scientifiques, on n'a pas de diversité des communautés épistémiques. Donc il va falloir une recherche collective un peu large et une recherche collective et pluridisciplinaire parce que
le Conseil des droits de l'homme le relève, mais on le voit dans tout. Si on fait une bibliométrie, il y a très très peu de travail en sciences humaines et sociales sur ces questions-là. Or, si on veut recontextualiser la géo-ingénierie pour arriver à un cadre de gouvernance qui ne tombe pas dans ces écueils, il va falloir bien évidemment associer les sciences humaines et sociales à cette recherche. Voilà, merci. Et j'ai très bien. Merci beaucoup, Sophie. Ouais, c'était passionnant. Je suis une très mauvaise gestionnaire du temps moi-même. On se formalise pas. De toute façon, on a le temps, on n'est pas pressé. L'important, c'est de pouvoir écouter ceux qui ont des choses intéressantes à dire. Comment est-ce qu'on explique que les activités d'exploration soient menées par des entreprises privées et ne soient pas laissées à des entités scientifiques? Ou sinon, est-ce que les entreprises privées ont des garanties, vraiment des critères scientifiques pour mener à bien les activités? Alors, pour la géo-ingénierie, enfin, je pense que c'est un peu pareil à l'IFM. À l'IFM, ils sont patronnés. Chaque entreprise, en fait, il y a un patronage qui est fait par l'État. Par exemple, en France, il n'y a pas d'appel d'offres, c'est forcément Ifremer. Mais dans d'autres États, il y a toute une procédure. Il y a même notamment dans les États du Pacifique, ils ont même créé des autorités administratives indépendantes pour évaluer les dossiers, pour savoir qui est autorisé ou non, donc selon des critères environnementaux, mais financiers aussi, parce qu'il faut aussi les moyens. Donc ça appartient à chaque État pour l'IFM. Et là, c'est un peu la même histoire. Au niveau de la géo-ingénierie, je vais dire à la seule différence que c'est beaucoup moins transparent. Je suis en train de dire que c'est transparent à l'IFM. Je n'en reviens pas. Donc, c'est encore moins transparent parce qu'en fait, il y a eu des expériences clandestines. L'expérience de Russ George sur la fertilisation en 2012, c'était une expérience complètement clandestine. Donc, en plus, il se passe des choses un peu clandestines. Et surtout, pendant un certain temps, les États ne savaient pas s'il fallait y aller ou pas. Donc, et alors que les entreprises en tout cas une partie des entreprises étaient assez convaincues. De toute façon, dans les 77 expériences qu'il y a en ce moment, on se rend compte que les 2/3, c'est États-Unis, Chine. Hein. Donc, parce qu'il y a encore des réticences dans pas mal d'États, hein, ces techniques. Donc, est-ce que c'est pas des critères financiers que les entreprises ont plus de moyens que la recherche ou ça rentre aussi en compte? Ouais. Non, après, c'est compliqué d'aller faire des appels. Enfin là, ça va venir, hein, à mon avis, mais c'était compliqué pour des États qui avaient une position qui n'était quand même pas une position pour la géo-ingénierie. C'est la même histoire que Paul Crutzen et son article, d'aller faire des appels de financement public de cette recherche-là. Donc, il y avait aussi ce jeu-là de contexte de motivation de la recherche, en fait. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Le temps qu'on récupère Frédéric. Oui, Céline, bien sûr. Merci. En fait, j'ai une question parce que un des derniers propos vous avez eu m'a rappelé en fait quelque chose qu'a dit Pierre tout à l'heure sur la sobriété. Donc le fait qu'une des stratégies, bien sûr, pour les changements climatiques, c'est aussi voilà, la diminution des émissions des gaz à effet de serre et le fait de mettre plus l'accent sur la sobriété. Et c'est une discussion, par contre, que l'on ne retrouve pas vraiment dans ce secteur, bien sûr, parce que c'est en fait trouver une autre échappatoire et ne pas discuter de sobriété d'une certaine façon et de solutions. Donc je me demandais un petit peu, quand vous aviez mentionné à la fin l'urgence et ne pas céder à l'urgence, et donc si une idée, donc une discussion sur la sobriété pouvait être une façon aussi de pousser certains organes de l'OMI à en parler, en connexion avec la navigation, bien sûr, mais en connexion plus généralement à l'approche que l'OMI a des changements climatiques, de sa position, en fait, vis-à-vis des changements climatiques. Alors, merci pour cette question. Ça va pouvoir, peut-être pouvoir me connecter avec l'intervention d'avant, effectivement, parce que quand on navigue un peu dans le site de l'OMI, c'est assez drôle. OMI et changement climatique, on n'a pas forcément géo-ingénierie qui apparaît. OMI et changement climatique, c'est décarbonation du
transport maritime et captage stockage de carbone. Voilà. La géo-ingénierie s'est cachée un peu plus loin, un peu autre part. Donc, pour moi, ça montre qu'il n'y a pas de politique globale en fait, de changement climatique. Et en même temps, pourquoi l'OMI, est-ce que c'est à l'OMI d'aller se positionner sur l'ordre des scénarios, les priorités C'est un peu compliqué aussi parce qu'elle a étendu son mandat, on en parlait avec Habib tout à l'heure, en matière d'organisation internationale qui a un mandat rampant, on est quand même bien avec l'Organisation maritime internationale. Donc, est-ce qu'elle a intérêt à aller sur ce terrain-là? Je ne sais pas non plus. Donc, je pense qu'au-delà du débat sur la sobriété, qui est en fait un débat qui est plus politique et idéologique, un des arguments juridiques pour pas aller trop vite à l'OMI sur la géo-ingénierie, c'est en fait on a déjà du droit. En fait, on a notre droit, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le TIDM l'a très bien rappelé que ces articles de la partie 12 s'appliquaient à la géo-ingénierie, qu'on a les droits de l'homme. Je l'ai évoqué rapidement et Samantha Besson le démontre très très bien dans son intervention au Collège de France. On en a plein des cadres juridiques qu'on pourrait mobiliser pour justement attendre, et le principe de précaution, etc., mais dans le droit international de l'environnement, pour attendre. Donc, juridiquement, je pense qu'on a des arguments sans avoir besoin d'aller sur peut-être le débat qui est plus idéologique à l'organisation et qui en plus l'obligerait à changer sa stratégie un peu vis-à-vis de ces questions-là. Eh ben, merci beaucoup à tous les intervenants pour cette matinée qui était extrêmement riche. Et du coup, on est à l'heure. Je tiens à le signaler pour la pause déjeuner. Et on se retrouve donc à 14h pour l'après-midi.